Salut Internet. Vous voyez ce truc ? Oui, c'est un parapluie, mais pas n'importe lequel. C'est une réplique de parapluie à la pointe empoisonnée, comme ceux utilisés par des agents soviétiques. En 2021, il a été vendu aux enchères avec d'autres gadgets flippants, comme une fausse dent au cyanure. Et justement, aujourd'hui, on parle de poison, sous toutes ses formes. Après cette vidéo, vous allez vous méfier de tout ce qui vous entoure. Ah oui, et comme d'habitude, sur les longues vidéos, on les tourne sur plusieurs jours, et comme d'habitude, quand on a un enfant en bas âge, je suis tombé malade en plein tournage. Ma voix va changer d'un fait à l'autre, je m'excuse à l'avance. On y va ? Faut qu'on se mette d'accord. Un poison, c'est en gros une substance qui, à la bonne dose, altère ou fout en l'air les fonctions vitales. Comme les scientifiques aiment bien les cases, ils en ont fait 3 grandes familles. Les poisons chimiques, genre cyanure, arsenic, les biologiques, tout ce qui est venin, toxines, et les physiques. Et là, ça devient bizarre. Parce que dans cette dernière catégorie, certains mettent la radioactivité. Pas une molécule toxique, mais un truc qui bombarde tes cellules jusqu'à ce qu'elles crament. Ça n'agit pas comme un poison classique, mais bon, comme le résultat est le même, mais pour certains, ça reste un poison. Ah, l'Australie, une terre réputée pour ses animaux super mignons, pas du tout dangereux, et une femme se fait poignarder la main par un ornithorynque venimeux. Eh ben super, génial. Déjà qu'il est bizarre, je veux dire c'est quand même un mammifère qui pond des œufs et qui possède un bec de canard mou, une queue de castor et des palmes de loutre. Mais alors si en plus il est venimeux, on va où ? Écoutez, au niveau de ses pattes arrière, il a une sorte de petit dard qu'il utilise pour attaquer ses rivaux. Alors c'est pas mortel, mais la douleur très intense peut durer plusieurs jours. Des morts célèbres empoisonnés, il y en a plein. On va en citer quelques-uns dans la vidéo et on commence avec Attila le Hun. Eh bien, une théorie dit qu'il aurait été empoisonné à l'arsenic pendant sa nuit de noces. Une autre parle d'un excès d'alcool, ce qui nous éloigne pas tant du thème de la vidéo. L'alcool, c'est une sorte de poison, quelque part. En Europe, et notamment dans les cimetières, il n'est pas rare de trouver l'if commun. Vous savez, avec ces petites baies rouges là toutes jolies. Sauf qu'il est toxique. Il contient un poison violent, la taxine, qui attaque le cœur. Un arbre bien vivant, mais mortel, qui fait le lien entre ces deux mondes opposés. C'est presque poétique de les trouver beaucoup dans les cimetières. La toxine botulique, c'est l'une des substances naturelles les plus toxiques connues. Je n'étais pas prêt pour cette stat. 1 seul gramme de toxine cristalline uniformément dispersée et inhalée peut tuer plus d'1 million de personnes. Et pourtant, en microdose, elle soigne strabisme, transpiration excessive, migraine et même les rides. Mais oui, le botox qu'on s'injecte un peu partout, c'est techniquement du poison. Son action est simple, il paralyse temporairement les muscles. Au nord du Chili, des archéologues ont découvert des momies incas recouvertes d'un pigment rouge vif, du cinabre. Petit problème quand même, ce pigment, c'est du sulfure de mercure, un poison très toxique. Il aurait été appliqué sur la peau, les vêtements et les cheveux, probablement lors d'un rituel sacrificiel. Et le plus fou, c'est qu'elle reste toxique encore aujourd'hui. Les gars ont trouvé des momies empoisonnées qui peuvent contaminer des vivants plus de 500 ans plus tard. Mais c'est un film d'horreur, c'est pas possible. Ça, c'est Van Gogh, ou Benedict Cumberbatch sous acide. Mais on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est le fond de la peinture, ce verre-là. Eh bien, il possède plein de noms, dont celui de verre de Paris. Et ce verre, il était très toxique, à cause de l'arsenic présent dans sa composition. On s'en servait même comme insecticide et mort aux rats. Mais on n'en retrouve pas que dans les peintures. Le verre de Paris a aussi servi de pigment au 19e siècle dans plusieurs pays européens pour illustrer des livres. Donc si vous avez ce genre d'antiquité chez vous, renseignez-vous un minimum. Le Poison Book Project, lancé en 2019, recense et catalogue tous les livres empoisonnés par ce pigment toxique. Au moment où je tourne, c'est plus de 330 ouvrages qui ont été identifiés. Des documents déclassifiés du MI5 ont révélé qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un petit groupe d'Allemands refusant la défaite avait un plan: semer le chaos en Europe, avec des produits empoisonnés. Chocolat, cigarettes, Nescafé, saucisses, tout était envisagé.
En français, on appelle ces petites choses des dendrobates, mais en anglais, ça se dit poison dart frog. Littéralement, la grenouille à fléchettes empoisonnées. Mais non, mais calmez-vous, c'est de l'IA, bien évidemment. On parle pas de grenouille championne de fléchettes. Le nom vient du fait que certaines tribus amazoniennes s'en servent pour empoisonner les pointes de leurs flèches. Et leur toxicité vient de ce qu'elles mangent. Elles accumulent des toxines en mangeant certains insectes et acariens bien précis. Ce qui fait qu'en captivité, sans ce régime, elles sont presque plus dangereuses. Bref, des grenouilles fluo, très jolies, mortelles, mais uniquement si elles ont mangé ce qu'il faut. Oubliez les fléchettes empoisonnées. Dans l'Antiquité, il y avait encore plus impressionnant des gaz toxiques. C'est pas quelque chose de moderne. À Doura Europos, en Syrie, des archéologues ont retrouvé 19 squelettes de soldats romains dans un tunnel. Et ils ont compris pourquoi ils se trouvaient là. En l'an 256, pendant un siège, les Perses auraient incendié un mélange de soufre et de bitume pour créer une fumée toxique dirigée dans les galeries. Résultat, asphyxie rapide et violente dans un espace sans issue. Ce serait l'une des toutes premières attaques chimiques documentées. Alors, puisqu'on parle de poison, on est obligé de se rendre ici, à Alnwick, au nord de l'Angleterre. Dans ce petit parc, on trouve cette section consacrée aux plantes les plus dangereuses, tellement dangereuses qu'elles sont mises en cage, interdiction de les toucher, au risque d'être blessées sévèrement. Cette femme, c'est Margot Volk. En 2013, à 95 ans, elle révèle finalement son secret. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle faisait partie d'un groupe d'une quinzaine de jeunes filles chargées de goûter la nourriture du Führer. Pendant 2 ans, elle a risqué sa vie à chaque repas pour s'assurer que la nourriture n'était pas empoisonnée. L'arbre Pong Pong a un nom rigolo, mais son autre surnom, l'arbre à suicide, l'est beaucoup moins. On le trouve en Asie du Sud-Est, au nord de l'Australie et dans les îles du Pacifique. Ses graines contiennent un puissant poison appelé la cerbérine. En 2004, il était impliqué dans près de 50% des cas d'intoxication végétale en Inde. En même temps, cerbérine, cerbère, je sais pas s'il y a un lien, mais dans le doute, ça reste loin de moi. L'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit est fascinante. Été 1951, un village entier du sud de la France sombre dans la folie. Plus de 250 habitants victimes d'hallucinations, d'insomnie, de crises de violence. Certains en sont même morts. Plusieurs théories affluent forcément. Psychose collective, expérience secrète de la CIA ou empoisonnement à l'ergot de seigle, un champignon vénéneux qu'on trouve sur certaines céréales et donc qu'on peut retrouver dans du pain. La chimiothérapie repose sur un principe simple, brutal mais efficace, empoisonner les cellules cancéreuses. On utilise des agents cytotoxiques, des substances chimiques qui détruisent les cellules à croissance rapide, comme les cellules tumorales. Problème, les cheveux et les poils rentrent aussi dans cette catégorie, donc même s'ils sont sains, ils prennent cher. Mais on peut être heureux que les poisons, parfois, ça peut sauver une vie. En 1983, des archéologues découvrent en Afrique du Sud un fémur d'antilope vieux de 7000 ans. Bon, c'est cool. Jusque-là, pas grand-chose, mais attendez, à l'intérieur de ce fémur, 3 pointes de flèches sont restées coincées. Et surprise, elles sont enduites d'un poison complexe composé de plusieurs ingrédients toxiques. C'est la plus ancienne recette de poison de chasse élaborée jamais retrouvée. Faut se rendre compte, les chasseurs ont pas juste utilisé une plante toxique au pif. Non, ils ont combiné plusieurs éléments pour fabriquer un poison bien létal. Et déjà super smart il y a 7000 ans. Après Attila le Hun, voici Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine qui était tellement obsédé par l'immortalité qu'il ingérait régulièrement du mercure pour espérer prolonger sa vie. On suppose d'ailleurs que c'est ce qui aurait provoqué sa mort. Et le délire allait encore plus loin, sa nécropole, vous la connaissez, elle est célèbre pour ses milliers de soldats en terre cuite. Eh bien, elle ferait près de 100 km² et selon des écrits anciens, sa chambre funéraire serait entourée de rivières de mercure. Pour l'instant, personne n'a pu vérifier ça. L'aconite est l'une des plantes les plus toxiques. Une simple plaie suffit à faire entrer la toxine dans le sang, et là, c'est le système nerveux qui lâche. Et c'est pas tout, si on ingère juste quelques milligrammes, on pourra admirer les arbres par les racines, quoi, si vous voyez ce que je veux dire.
Napoléon est mort à Sainte-Hélène en 1821. L'autopsie à l'époque a conclu que le décès était lié à un cancer de l'estomac. Sauf que, dans les années 60, on a analysé ses cheveux et on y a trouvé de fortes doses d'arsenic. Depuis, le débat fait rage. Simple exposition à un environnement toxique ou véritable empoisonnement? Les historiens penchent pour le cancer, mais certains continuent à crier au complot. Personnellement, je surveillerai de près les livres, vous savez ceux en verre de Paris. C'est jamais, c'était peut-être un grand lecteur. Aussi petite que dangereuse, la pieuvre à anneaux bleus produit une neurotoxine ultra puissante, la tétrodotoxine. Elle peut bloquer les muscles respiratoires en quelques minutes et il n'existe actuellement aucun antidote connu. Donc non, c'est beau, mais on touche pas. D'ailleurs, le fameux poisson fugu, il est doté des mêmes atouts que la pieuvre aux anneaux bleus. Et puisqu'au Japon, il se mange, le fugu, seuls des cuisiniers certifiés peuvent le préparer. Mais ça me fait me poser une question. Vous seriez prêt à en manger, vous? Même si c'est préparé par un expert? Le mansénillier est un des arbres les plus toxiques de la planète. Même pas besoin d'ingérer quoi que ce soit, c'est par simple contact que cet arbre va vous provoquer une réaction inflammatoire très intense. Le bois, les feuilles, la sève, tout est toxique. Donc par exemple, par temps de pluie, on évite de se mettre dessous. Et par temps de pollen, on évite de sortir. Attendez, même la fumée dégagée quand on le brûle est dangereuse. Le plus simple, n'en plantez pas. Même l'eau peut devenir un poison si on en boit trop d'un coup. C'est pas une blague, c'est un principe qu'on doit à Paracels, un médecin suisse du XVIe siècle qui a pondu cette phrase devenue mythique. Dosis sola facit venenum. Seule la dose détermine ce qui est un poison. Et voilà, naissance de la toxicologie moderne. Mais ce principe, certains chercheurs commencent à le remettre en cause. Il y a des substances qui seraient plus toxiques à très faible dose qu'à forte dose. C'est plutôt contre-intuitif. C'est le cas notamment de certains perturbateurs endocriniens. Des résultats étayent cette hypothèse, rien ne la confirme pour l'instant, il n'y a pas encore de consensus scientifique qui a été établi, mais affaire à suivre. Dans les années 20, les services secrets soviétiques avaient des laboratoires pour tester des poisons sur des prisonniers, leur but étant de trouver une substance impossible à détecter, ni par la victime, ni après sa mort. Certains pensent d'ailleurs que ce genre de laboratoire aurait pu réouvrir leurs portes là depuis quelques années. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, on serait pas à l'abri. La ricine, c'est une des toxines naturelles les plus violentes. Tu croques une graine de ricin, tu fais pas long feu. Mais alors je me suis demandé, si c'est si dangereux, pourquoi nos grands-parents utilisaient de l'huile de ricin comme remède, hein? C'est tout simple. Une fois chauffée et filtrée, l'huile devient inoffensive et peut servir d'anti-inflammatoire, de soins capillaires, de laxatifs assez costauds. Mais comme quoi, la preuve qu'un poison bien préparé peut devenir ton allié. Juste évite d'en boire 1 litre, on sait jamais. D'après des sources antiques, les Scythes rigolaient pas beaucoup. Quand ils partaient en guerre, ils trempaient leurs pointes de flèche dans un cocktail de venin de serpent, de cadavres de vipères, de sang humain et d'excréments. Le tout bien laissé à fermenter pendant des mois, histoire que la putréfaction fasse bien le travail. Non, moi je suis un ennemi des Scythes, je mets pas un pied sur le champ de bataille. Même je me convertis Scythe. Est-ce que je peux vous rejoindre s'il vous plaît? Ne soyez pas mon ennemi. On est presque à la moitié de la vidéo et avec tous ces poisons, ces risques, ces dangers, j'ai eu envie de m'intéresser un tout petit peu à ce qui pouvait les neutraliser. Donc voici une crapaudine. C'est une pierre qu'on pensait cachée dans la tête des crapauds et qui était censée neutraliser les toxines. Bon, spoiler, ça marche pas, hein, mais vous inquiétez pas, j'ai autre chose à vous proposer. En 2006, l'opposant russe Alexandre Litvinenko est mort à Londres après avoir bu un thé empoisonné au polonium 210. Ce truc, c'est radioactif, invisible, sans goût et quasiment impossible à détecter sans matériel de laboratoire. 3 semaines plus tard, Litvinenko décédait. Les enquêteurs britanniques ont pointé du doigt le FSB et depuis, cette affaire est devenue un symbole de l'empoisonnement politique. Le test de Marsh, qui a été mis au point en 1836, permet de détecter l'arsenic. On le transforme en gaz, on le fait brûler, et s'il reste un dépôt métallique, bingo, c'est de l'arsenic. Ce test a été utilisé dans plusieurs affaires françaises célèbres, comme celle de Marie Lafarge, accusée d'avoir tué son mari, ou celle de Marie Bénard, surnommée l'empoisonneuse de Loudun.
Le poisson-pierre est moche. Alors, objectivement, il est pas beau, il bouge pas beaucoup, il se planque dans le sable, pas très intéressant à première vue, mais il compense très bien, parce qu'il est le poisson le plus venimeux au monde. Ses épines dorsales injectent du venin si violent qu'il provoque des douleurs extrêmes, des œdèmes, de la tachycardie, des convulsions, et évidemment, dans les cas les plus rares, des arrêts cardiaques. Et comme ce petit con peut facilement se camoufler, on peut marcher dessus sans s'en rendre compte. En cours de français, de philo ou de latin, on vous a forcément parlé à un moment de l'oracle de Delphes, ou si vous avez regardé l'histoire bordélique de la mythologie grecque aussi, c'est possible. Quoi qu'il en soit, voilà, vous la connaissez, hein, c'est une meuf en toche blanche qui déblatérait des phrases cryptiques sur l'avenir. Une théorie qui me plaît beaucoup avance l'idée qu'elle aurait pu être tout simplement stone, défoncée. En fait, le temple où elle officiait se trouvait sur une faille géologique d'où s'échappaient des vapeurs aux effets narcotiques. En les inhalant comme ça, la pitié tombait en transe et délirait, balançait des prophéties. C'est évidemment qu'une théorie, hein, c'est impossible de le prouver, mais ça en ferait un des plus anciens exemples d'empoisonnement involontaire par l'environnement. Le Destroying Angel, c'est un champignon tout blanc, tout mignon, mais ultra toxique, du genre Amanita. Il contient des amatoxines, des molécules qui bloquent la production de protéines et qui détruisent peu à peu le foie, les reins. Sympa, hein? En plus, les symptômes arrivent généralement trop tard, parfois 24 heures après l'ingestion. Et là, je vais pas vous mentir, hein, les dégâts vont de irréversible à mortel. Nouvel antidote qu'on a utilisé pendant des siècles, le bézoar. En gros, c'est une boule formée dans le ventre de certains animaux. À l'époque, on croyait que ça absorbait les poisons, donc les gens en portaient en pendentif, et en cas de doute, hop, on trempe la boule dans son verre pour vérifier si on n'est pas en train de se faire empoisonner. C'est plus classe qu'un alcotest, non? Franchement, tremper une boule qui vient de l'estomac d'une chèvre, c'est hyper cool. Regardez-le là, il a l'air inoffensif, immobile comme ça, posé au fond de l'océan. Mais faut pas s'y fier. Conus geographus est un escargot qui tue. Il cache une sorte de dard qu'il plante dans ses proies pour déjà les attraper, les paralyser et les engloutir tranquillement. Et comme il peut pas les poursuivre, hein, c'est un escargot, il a intérêt à être rapide. Son venin attaque les nerfs et peut provoquer une paralysie mortelle chez l'humain. Dans les années 30, l'Australie a eu un très gros problème. Les insectes sont en train de dévaster les plantations de canne à sucre. Ils ont donc introduit un prédateur, le crapaud-buffle, en espérant qu'il allait régler le problème. Spoiler, ça n'a servi à rien. Non mais c'est pas la première fois qu'on commence des histoires comme ça sur la chaîne. Ce n'est pas utile de faire ça. Ça a même créé un nouveau problème, puisque c'est une espèce invasive sans prédateur. Vous allez me dire, mais comment ça, Doc, en Australie, y a des dingos, des gros serpents. Que nenni! Ce crapaud dégueulasse là, j'ai horreur des crapauds. Il peut sécréter du poison capable de flinguer les uns comme les autres. Les scientifiques, ils sont smart. Ils ont donc réfléchi. Comment dégoûter les dingos du crapaud-buffle? Qu'ils arrêtent de croquer dedans. La solution est évidente. Leur donner des saucisses vomitives faites à partir de chair de crapaud-buffle dont ils ont enlevé le poison. Ils mettent des grosses doses de sel pour donner la nausée aux dingos. Et voilà. Après, j'ai pas trouvé confirmation que le résultat avait marché. Désolé. Par contre, je suis tombé sur un article récent qui évoquait le même problème chez la population de crocodiles cette fois-ci. Comme les dingos, ça a flingué la population de crocodiles. Dans leur cas, les scientifiques ont pas fait des saucisses, ils ont pris des carcasses de crapaud-buffle et ont réduit leur toxicité suffisamment pour rendre les crocodiles qui les mangent malades sans les tuer. Mais l'objectif est le même, hein, c'est les dégoûter de cette nourriture, qu'ils aient pas envie de remanger après un autre crapaud-buffle. Et ça a l'air de marcher parce qu'en 2021, 3 crocodiles sont morts intoxiqués contre 63 l'année précédente dans la même zone. Et certains scientifiques tentent d'aller encore plus loin pour protéger les espèces de sa toxicité. Ils essayent de modifier les gènes de ce petit truc tout mignon là, le dasyure, qui adore manger du crapaud-buffle. Ils espèrent le rendre résistant à la toxine du crapaud et éviter son extinction. Lui, c'est Georgi Markov, un écrivain et dissident bulgare. En 1978, à Londres, il attendait le bus quand un inconnu lui a effleuré la jambe avec un parapluie trafiqué, le fameux parapluie bulgare. 3 jours plus tard, caput. À l'autopsie, on a découvert une microbille de métal dans la cuisse contenant de la ricine. Vous avez pas trop envie de mettre dans votre verre le caillou qui vient de l'estomac d'une vache? Pas de souci, je vous ai trouvé une coupe qui détecte directement le poison. Elle est faite en argent et en corne de rhinocéros et date d'entre le 16e et le 17e siècle. On racontait que la corne de rhino changeait de couleur si on y versait du poison.
on a abordé brièvement la famille Borgia, et bien aujourd'hui aussi, parce que sa réputation n'est plus à faire. Dépravation, népotisme, corruption, mais aussi poison. Poison de tout type. Arsenic, aconite, pavot, ciguë, et évidemment leur préféré, la cantarella. Un poison maison légendaire, indissociable du nom des Borgia. Mais sérieusement, pour que l'histoire colle un poison à votre patronyme, il faut vraiment y être allé fort. D'ailleurs, on raconte que César Borgia possédait une collection de bagues à poison, avec chacune une petite aiguille planquée pour piquer discrètement soit la main, soit la nuque d'un rival. Eh, ça va mon frérot, tiens, check. Allez, tu dors maintenant. Que ce soit la cantarella ou ces fameuses bagues, la véracité de tout ça se situe, comme d'habitude, quelque part entre faits réels, exagération et bon vieux mythe. En 1982, quelqu'un a semé la panique à Chicago avec des boîtes de Tylenol, un médicament assez populaire là-bas. En fait, il a glissé du cyanure dans des capsules, les a remises en rayon et au moins 7 personnes ont perdu la vie en quelques jours. Tu vas t'acheter ton Doliprane et en fait c'est de l'arsenic. C'est horrible. Surtout que le coupable n'a officiellement jamais été retrouvé. Cette histoire a bouleversé les règles d'emballage des médicaments en vente libre. Depuis, croyez-moi, ils sont bien tous sécurisés. Quand on pense venin, on pense généralement dangereux, mortel et pas du tout médicament. Et pourtant, le Botrops jararaca, un serpent du Brésil, a un venin anticoagulant puissant qui a inspiré la création du captopril. C'est un médicament utilisé pour traiter l'hypertension. Aujourd'hui, des chercheurs travaillent sur les toxines d'autres venins de serpents pour créer d'autres types de médicaments, des antidouleurs, voire même des traitements contre des AVC ou même Alzheimer. En 1961, en Californie, des mouettes se sont mises à vomir, à voler en zigzag, à foncer dans les maisons. Elles avaient mangé des algues contaminées par une toxine aux effets neurologiques. Et ce drôle d'événement aurait inspiré Alfred Hitchcock pour son film Les Oiseaux. Comme quoi, même une intoxication alimentaire peut marquer l'histoire du cinéma. Après le bézoard, la corne de licorne. Dès l'Antiquité, elle était considérée comme un antidote contre les poisons. Qu'on boive dedans ou qu'elle soit réduite en poudre, elle avait la réputation de protéger des maladies et des poisons. D'ailleurs, c'est à cause de leur chasse que les licornes ont complètement disparu. Ou alors c'est une histoire de dents de narval, je sais plus trop. Mais pour vous dire à quel point cette croyance a marqué les esprits, le Science Museum de Londres expose cette tête de licorne qui date du 18e ou 19e siècle. C'était en réalité une enseigne de pharmacie, preuve que même les apothicaires surfaient sur le mythe pour vendre leurs antidotes. On retourne en Chine avec l'impératrice Wu Zetian. Elle a longtemps été décrite comme une empoisonneuse sans scrupules, éliminant rivaux et membres de sa propre famille pour consolider son pouvoir. Mère, frère, sœur, enfant, mari, tout le monde y est passé. Sauf que les historiens modernes remettent un petit peu en question cette réputation qu'aurait été exagérée par ses adversaires politiques. Elle a peut-être empoisonné 2 ou 3 gars, mais pas autant que l'histoire le rapporte. Et puisqu'on est à débunker quelques idées reçues, je voudrais vous parler de la tradition de trinquer. On raconte parfois qu'au Moyen-Âge, on entrechoquait les verres pour faire déborder un petit peu les liquides d'un verre à l'autre, histoire de prouver qu'on n'y avait pas mis de poison. Mais pareil, aucune source fiable n'atteste ça, zéro. C'est dommage, j'avoue que l'idée est quand même très cool. Lui, c'est Tim Fried, américain, ancien mécano et potentiellement antidote universel. Sa passion, se faire mordre par des serpents. C'est très sérieux. Plus de 200 fois, pour être exact. 700 doses de venin auto-administrées en 20 ans. Ça l'aurait rendu hyper immunisé. Aujourd'hui, il bosse avec une boîte de biotech pour créer un antidote universel contre tous les venins de serpents. Il y a très peu de data scientifique pour l'instant, mais le mec est littéralement son propre cobaye de laboratoire. Les pépins de pommes contiennent une substance appelée amygdaline qui peut libérer du cyanure quand on la digère. Alors c'est un fait qu'on connaît, qu'on nous raconte un peu partout, mais je me suis demandé, c'est quoi la dose? Combien faut manger de pommes pour se faire vraiment empoisonner? Bon, bah c'est simple, la dose mortelle de cyanure pour un adulte est d'environ 50 à 300 mg. Pour atteindre cette dose, il faudrait avaler environ 200 pépins d'un coup, ce qui correspond à quelques dizaines de trognons quand même. T'as le temps de voir venir.
Voici Guangxu. En 1875, il est devenu empereur en Chine à seulement 3 ans. Mais 20 ans plus tard, sa tante l'a placé en résidence surveillée où il est resté jusqu'à sa mort. En 2008, des chercheurs ont confirmé une hypothèse folle de l'époque. Le corps de Guangxu contenait des niveaux extrêmement élevés d'arsenic. Vraiment, il n'y a aucun doute qu'il s'est fait empoisonner par ça. Et même si officiellement on ne connaît pas le coupable, eh ben sa tante est la principale suspecte. Chez plusieurs peuples autochtones d'Amérique du Sud, on utilise la peau d'une grenouille appelée Philomedusa bicolore dans un rituel lui-même appelé Kambo. On se fait des petites brûlures sur la peau et on applique la sécrétion de la grenouille dessus. Un genre d'auto-empoisonnement. Les gens disent que ça les purifie, les rend plus forts, leur porte chance. Mais ça peut provoquer des vomissements, des diarrhées, ou même des décès. Non mais entre ça et les grenouilles fléchettes, je sais pas ce qu'ils ont les gars avec les crapauds là-bas, d'accord? Ça me dégoûte comme animal. Arrêtez s'il vous plaît. 1994, en Californie, Gloria Ramirez arrive aux urgences en état critique. Mais dès les premiers soins, plusieurs soignants tombent malades. Nausées, évanouissements, convulsions, personne ne comprend ce qui se passe. En tout, 23 personnes sont touchées. Les analyses ne détectent rien, mais des experts pensent qu'elle utilisait chez elle un antidouleur appelé DMSO. Avec les chocs électriques de la réanimation, le produit aurait pu se transformer en un gaz hautement toxique libéré directement par son corps. C'est l'hypothèse la plus probable, mais jamais vraiment confirmée. Depuis, Gloria est restée célèbre sous le surnom de Toxic Lady. Petit point sémantique. Un serpent peut être venimeux, mais pas vénéneux. Un champignon, lui, peut être vénéneux, toxique, mais jamais venimeux. Parce que venimeux, ça veut dire qu'il injecte le poison. Par une morsure, un dard, une piqûre. Vénéneux, c'est quand c'est toxique, soit en cas d'ingestion, soit en cas de contact, par exemple. Et toxique, c'est le mot général pour tout ce qui est nocif. Donc la vipère est venimeuse, la manite phalloïde est vénéneuse, et un produit comme le cyanure est toxique. J'aurais peut-être dû faire ce point avant d'être au 56, non ? Et en vrai, je viens de vous dire qu'un serpent n'est pas vénéneux, c'est pas tout à fait vrai. L'espèce Rhabdophis tigrinus a la particularité d'être à la fois venimeuse et vénéneuse. Elle peut injecter du venin via ses crocs et stocker des toxines grâce à sa consommation de crapauds toxiques. Donc vraiment, faut ni se faire mordre, ni la toucher. Tu la laisses en plan, vraiment, tu la vois, ciao. Par contre, c'est un cas extrêmement rare, c'est une des seules espèces connues à posséder cette particularité. À la cour de Louis XIV, on s'ennuyait pas. Empoisonnement, messe noire, sorcellerie. L'affaire des poisons a fait trembler tout Versailles. Plus de 400 personnes accusées, des dizaines exécutées. Et même Madame de Montespan, la favorite du roi, éclaboussée dans le scandale. Ce climat de peur a même conduit à la création de la Chambre ardente, un tribunal spécial chargé de juger cette affaire. C'était le sujet chaud de l'époque. Un oiseau toxique? Oui monsieur, ça existe. Regardez-moi cette beauté. Le Pitowi bicolore vit sur l'île de Nouvelle-Guinée et il est carrément vénéneux. Sa peau et ses plumes contiennent quasiment la même toxine que chez certaines grenouilles tueuses. Ne te frotte pas les yeux. Un truc proche de la fameuse batrachotoxine. Et idem, c'est à cause des proies qu'il mange. Vous connaissez le royaume du Pont? Perso, c'est la première fois que je tombe dessus. En gros, c'était par là, sur la côte nord-est de la Turquie actuelle. Et si je vous en parle, c'est à cause de ce gars, Mithridate VI, roi du Pont au 1er siècle avant notre ère, qui était parano sur un truc, l'empoisonnement. Il aurait pris tous les jours des microdoses de différents poisons pour s'immuniser. Et cette technique porte aujourd'hui son nom, la mithridatisation. Coincé, traqué par les Romains, Mithridate tente de se suicider avec du poison. Sauf que forcément ça marche pas. À force de s'immuniser tous les jours, il était devenu résistant à tout. Donc il a dû demander à son garde du corps de l'achever à l'épée. Et dans ces affaires, les Romains sont tombés sur une recette ultra précise, pleine d'ingrédients très étranges. Ils l'ont recréé et ça s'appelle le Mithridatium. Ça a été considéré pendant des siècles comme l'antidote absolu, le Doliprane antique. Et justement, l'antidote miracle aurait inspiré le thériaque, un autre remède antique censé guérir à peu près tout, les poisons, les venins, même la peste. Il a existé plein de recettes différentes de cette substance noire et collante, avec parfois plus de 50 ingrédients. Avec l'arrivée de la médecine moderne, ce truc miracle a fini par disparaître des radars.
Mais des chercheurs ont tenté d'en reproduire. Ils ont dégoté une vieille recette du XVIIe siècle et mis 4 ans à réunir tous les ingrédients. Mais le résultat est incroyable, 4 kilos de thériaque qui pourrait avoir un goût de goudron ou chauffer la gorge comme du whisky. Je sais pas, je parle au conditionnel parce que personne n'a eu le courage de le goûter. Les nudibranches, ce sont des petits mollusques super colorés et parfois super toxiques. Certains ne produisent pas leur propre poison, ils mangent des proies toxiques comme des méduses ou des anémones, puis stockent leurs toxines dans leur corps. Chez les Aeolidida par exemple, les toxines sont stockées dans des appendices dorsaux appelés cérates. En 1871, l'explorateur Charles Francis Hall tombe malade après une petite tasse de thé en pleine expédition dans l'Arctique. Il accuse directement le chirurgien de l'équipe de l'avoir empoisonné. 2 semaines plus tard, il meurt et ce n'est que dans les années 60 qu'une autopsie a révélé des traces importantes d'arsenic sous ses ongles et dans ses cheveux. Quant au meurtrier, pas sûr qu'on le découvre un jour. Dans certaines régions de Turquie et du Népal, les abeilles aiment bien butiner des rhododendrons bourrés de grayanotoxine. C'est une neurotoxine. Résultat, un miel fou qui peut filer des vertiges, des hallucinations, voire carrément des troubles cardiaques très graves. Et devine quoi ? Ce miel a été utilisé comme arme biologique par qui ? Par le roi Mithridate ! Non mais il avait un tableau Excel dédié au poison là qui remplissait consciencieusement, c'est pas possible. On l'a vu avec le polonium, la radioactivité, c'est pas juste toxique, c'est destructeur. Et Marie Curie l'a payé cher avec le radium, qui est finalement un poison qui tue lentement. Ce qui n'a pas empêché certaines stars de l'époque d'en rêver. En 1904, la danseuse Loie Fuller a demandé au couple Curie de lui fabriquer une robe phosphorescente au radium. Elle voulait littéralement briller sur scène. Marie, elle refuse, c'est trop précieux le radium, ça suffit. Ils avaient pas idée de la dangerosité à l'époque. Finalement, Loie a créé la danse du radium, sans radium, et heureusement pour elle. Mais ça m'a fait redécouvrir une autre histoire, celle des Radium Girls. Dans les années 20, aux États-Unis, des ouvrières peignaient les chiffres phosphorescents sur des montres pour l'armée. Comme ça, ils pouvaient voir l'heure la nuit. Pour être bien précise, on leur demandait de lécher leur pinceau entre chaque chiffre. Sauf que la peinture contenait du radium. Elles avalaient donc des microdoses radioactives tous les jours. Les conséquences sur leur santé ont été terribles et absolument dramatiques. L'affaire a fait scandale à l'époque, puis c'est peu à peu effacé de la mémoire collective. Tu te rappelles du venin de serpent qui a permis de créer un médicament contre l'hypertension ? Imagine ça en version XXL. C'est exactement ce qu'a fait le projet européen Venomix. Des chercheurs ont analysé les venins de 203 espèces animales, pas que des serpents, des araignées, des cnidaires, des escargots marins, 25 000 toxines identifiées et une bibliothèque de plus de 3600 petites molécules actives recréées artificiellement en labo pour tester leur potentiel médical. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, certaines femmes se mettaient des gouttes à base de belladone directement dans les yeux pour dilater leurs pupilles. On juge pas, elles trouvaient ça séduisant. Le souci, c'est que la plante contient de l'atropine, qui est hautement toxique. Donc c'est super! Non mais bravo, t'as un nouveau mari, ta vision devient floue, tu te chopes des hallucinations, et parfois, tu perds la vue, mais t'es marié. Élisabeth Ière, c'est ce look iconique, obtenu avec du fond de teint au plomb et au vinaigre. Ça s'appelait la céruse, c'était hyper toxique, ça bouffait la peau, ça provoquait des lésions, ça l'empoisonnait lentement, et en plus c'est le serpent qui se mord la queue. Plus les effets s'aggravaient, plus elle se mettait du maquillage pour camoufler tout ça, et parce que ça suffisait pas, petit supplément rouge à lèvres au mercure, histoire d'être bien au top de la forme. Dans l'Antiquité, certaines coupes étaient délibérément fabriquées avec de l'antimoine, un métal toxique pour faire vomir. L'ancêtre du lavement, quoi. Les nobles s'en servaient pour purger le corps après des petits excès de table. Dans la mythologie grecque, Héraclès meurt à cause d'un vêtement. Une tunique empoisonnée imbibée du sang de Nessus, un centaure. Lorsqu'Héraclès a enfilé la tunique, sa peau s'est mise à brûler à cause du poison. Et encore un héros de moins. On retrouve aussi un scénario similaire avec Médée. Pour se venger, Médée a offert une robe empoisonnée à la nouvelle épouse de son mari. Pour cette dernière personnalité, parlons de Phar Lap. Non, pardon, c'est le cheval, pas le jockey. Dans les années 30, en Australie, c'est une
superstar. 37 victoires sur 51 courses. Ça fait 72% de win rate. Quand, tout d'un coup, en 1932, en pleine gloire, vraiment, il est au sommet de son art, il meurt. Et depuis, plus de 90 ans après, il y a un gros débat autour de sa mort. Plusieurs études ont révélé la présence d'une grosse quantité d'arsenic dans le cheval. Mais certains affirment que c'est pas vrai. Pas vrai, mensonge! En attendant d'avoir le fin mot de cette histoire, vous pouvez admirer Farlap au Melbourne Museum. Ah, je vous ai dit, c'est une grosse star. Jusqu'au XXe siècle, certaines communautés bêtées de Côte d'Ivoire utilisaient une épreuve judiciaire appelée l'ordalie du Gopo. C'est très simple, on versait dans les yeux du suspect la sève d'une plante très toxique. S'il devenait aveugle, il était coupable, évidemment. Par contre, s'il voyait encore, innocent. Je suis pas certain de l'efficacité, les gars. Le formaldéhyde est un poison cancérigène, irritant, problème oculaire, cutané et surtout très présent dans l'espace. Mais oui, le formaldéhyde se forme dans les nuages interstellaires grâce au rayonnement cosmique. Et sa stabilité lui permet de survivre dans les comètes et les astéroïdes. Des chercheurs pensent que ces objets, en percutant la Terre il y a très longtemps, auraient apporté du carbone complexe qui aurait peut-être permis à la vie d'apparaître. Dites pour ce dernier fait, qui parmi vous a grandi avec Astérix Mission Cléopâtre? Mais le dessin animé, attention, non je précise, parce que ça commence un petit peu à dater, donc je préfère demander. En tout cas pour ceux qui connaissent, je le mentionne pour sa chanson mythique du pudding à l'arsenic, évidemment. Pour adoucir le mélange, presser 3 quartiers d'orange. Mais surtout, parce que sa recette est un easter egg dans Assassin's Creed Origins. Sur une pierre, regardez, on retrouve en bas là, les mêmes hiéroglyphes. C'est pas incroyable, vous vous y attendiez pas à ce fun fact pour finir la vidéo. Mais oui, on arrive à la fin de ce 77. J'espère évidemment qu'il vous a intéressé. Merci comme d'habitude de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me partager vos propres anecdotes ou des sujets qui pourraient vous intéresser, que je pourrais vous présenter lors de prochains 77. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, sachez que ne pas le faire n'est pas mortel, mais on n'en est pas loin. Quoi qu'il en soit, la prochaine dose, c'est dimanche prochain. En attendant, passez une bonne fin de week-end. Salut Internet.